Alors, à mon tour de remercier le comité d'organisation pour l'aimabilité et pour l'hospitalité et pour la chaleur que, à chaque fois que je viens ici à Chlef, je la retrouve. Alors, on m'avait demandé de parler pour la journée de formation continue, que je vois que le niveau déjà du médecin généraliste, et surtout dans la spécialité dans laquelle je sévis, le niveau qui commence à grimper, à devenir important. Il y a beaucoup de médecins qui s'occupent et beaucoup de médecins maintenant qui s'intéressent à tous les domaines. Comme cette matinée, on a vu sur l'échographie, j'ai été émerveillé d'assister à un topo sur le cœur fœtal qui vraiment nous pose, nous, en tant que spécialistes, un problème. Et surtout, ici, dans la localité, vous n'avez pas de référent. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la prévention? Comment on fait les différents diagnostics? Ça, c'est très bien. Alors, hein? Alhamdulillah. Alors, on m'a demandé de revoir un peu quelle est la place du médecin généraliste dans la prise en charge du couple infertile. C'est-à-dire quel examen et quel bilan réaliser, surtout en première intention. Et je dis, même si vous êtes dans la ville, il y a dans les patelins éloignés, eh bien, le médecin devant le couple stérile, il faut qu'il ait une démarche clinique. Quand on parle de démarche clinique, il faudrait qu'il y ait un interrogatoire, un examen clinique. Il faut qu'il y ait un diagnostic étiologique, au moins. Puis après, aller à la thérapeutique. Il faut examiner, il faut interroger. Il faut savoir des fois attendre, conseiller le couple. Et bien sûr, rechercher une cause et essayer d'expliquer. Et pour dire que la stérilité, il faut parler de stérilité, il faut un temps. Si la femme est jeune, ben, tout le monde recommande une durée de stérilité de 2 ans. Mais attention, si la femme dépasse les 35 ans ou arrive à 35 ans, il ne faut pas attendre 2 ans. Donc, elle ne répond plus aux critères qui, jadis, ont été définis. Donc, au bout d'une année, s'il n'y a pas de grossesse, il faudrait agir. Il faudrait agir, bien sûr, et expliquer au couple, là, quels sont les examens complémentaires, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans la littérature, eh bien, vous avez 4% des couples qui sont inféconds, c'est-à-dire des couples stériles. Ce n'est pas de retard de fertilité, mais c'est des couples stériles. Mais en consultation, eh bien, jadis, c'est 18%, et maintenant, je dirais plus, ce serait 30% de la population qui vient consulter, eh bien, c'est pour désir de grossesse. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de situations où la femme, j'ai dit la femme au début qui était responsable, mais de plus en plus, l'homme qui devient de plus en plus responsable de cette stérilité. Alors on reprend un peu de physiologie. Eh bien, dans l'espace humain, c'est pas comme chez l'animal qui me chignina. C'est-à-dire que la femme, le couple humain, eh ben, il a un taux de fécondité mensuel de 20%. C'est-à-dire pendant 1 mois de copulation, eh bien, vous avez 2 chances sur 10 d'avoir une grossesse. Ça, c'est les statistiques naturelles. Donc, il faudrait agir. Mais le malheur, c'est 10 à 15% de couples qui sont là, qui trouvent des difficultés à concevoir. C'est-à-dire, elles n'arrivent pas à tomber enceinte, sinon, au moins, avoir le nombre d'enfants voulus. Vous avez des couples qui font 1 enfant pendant toute leur vie, 2 enfants, et qui n'arrivent pas à tomber malades, et qui rejoignent un peu ces chiffres. Et bien sûr, et vous avez au moins, dans la vie du couple, une fois, une femme consulte pour spécialité, c'est-à-dire en spécialité, soit chez le médecin généraliste ou pour pathologie de fertilité. Donc, c'est les chiffres qu'il y a dans le monde entier. Ce qui est important de rappeler à la population féminine, plus qu'on avance dans l'âge, plus que le taux de conception et la fertilité, à l'époque c'était seulement chez la femme, maintenant chez l'homme et la femme, que la fertilité diminue. Ça, c'est une règle maintenant qu'on doit adopter et on conseille, par exemple, aux jeunes femmes ou bien de sujets qui ont des pathologies chroniques, des maladies inflammatoires, cancéreuses, de l'endométriose maintenant, eh bien, même s'il n'y a pas eu projet de mariage, eh bien, de faire la préservation de la fertilité. Ça, c'est un nouveau concept qu'on est en train d'appliquer et de prévenir, parce que plus vous avancez dans l'âge et plus vous avez de la pathologie, plus vous aurez moins de chances d'avoir une conception. Et en plus de ça, c'est la réduction progressive des chances. C'est-à-dire, je m'explique, un couple, par exemple, qui a plus de 5 ans
ensemble qui ne tombent pas enceintes, même s'ils changent chez le médecin, il ne faut pas encore attendre, reprendre, refaire tous les examens, etc. Donc ce couple a moins de chances de tomber enceinte spontanément. Donc il faudrait agir très vite et le concept a changé, surtout avec la présence et le développement, c'est-à-dire de la médecine en faveur des médecins spécialistes de la fertilité où on conseille d'orienter ce couple, c'est-à-dire en procréation médicalement assistée. Ça, c'est une ancienne plaque pour un peu répartir les causes de fertilité. Et vous voyez que la cause féminine ainsi que la cause masculine étaient à peu près plus de femmes que d'hommes, mais il paraît maintenant il y a plus d'hommes que de femmes qui présentent de l'infertilité. Et malheureusement, que quand il y a une cause mixte, c'est-à-dire masculine et féminine, vous avez l'infertilité, elle est d'origine multifactorielle. C'est-à-dire il y a plusieurs causes, qu'on va les voir tout à l'heure, qui peuvent être responsables de la fertilité. Allez, la première question, quel est le bilan de la fertilité? Alors, quand on veut explorer la fertilité, bien sûr, il faut, première des choses, que la femme dise, est-ce que j'ovule? Donc, il faudrait rechercher tous les signes en faveur de l'ovulation. Ou bien il faudrait rechercher les causes de dysovulation, les causes d'anovulation. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un facteur mécanique? Et vous voyez, le facteur mécanique, il vient de la normalité de l'appareil génital, c'est-à-dire vagin, col, utérus, trompe. Et là, il y a des examens complémentaires qui vont nous dire, oui, cette femme a un organe génital, ou l'organe reproducteur est tout à fait normal et perméable. Et troisièmement, un élément qui est important. Jadis, que la médecine, elle est très peu, on prenait de l'importance capitale à cet élément qui est la glaire cervicale. La glaire cervicale est un élément important en matière de fertilité. Le fait qu'il y ait seulement une petite infection, vous la traitez seulement sous traitement ovule ou traitement antibiotique, vous voyez que le couple tombe enceinte le cycle d'après. Et bien sûr, en dernier lieu, quelle est la qualité du sperme? Et là, la qualité du sperme, vous devez avoir des notions qui vont vous dire que c'est un couple, c'est un homme qui est fertile, avec un sperme qui est fertile. Donc, on le saura dans le bilan et bien sûr, et comment l'orienter si jamais il y a une pathologie. Alors, quelle est la consultation? Eh bien, la consultation du couple stérile, vous allez avoir des couples qui sont anxieux. La femme a peur, et bien sûr, la première qui va être incriminée et culpabilisée, c'est la femme. Donc, vous avez le mari qui vient, ou là, que la femme vient seule, elle a peur. Donc, il faudrait les rassurer ce couple anxieux, et bien sûr, et de préciser qu'il y a bien sûr expliqué un peu la copulation, expliquer un peu le cycle, expliquer un peu et apporter surtout un soutien psychologique, et bien sûr, essayer de trouver des solutions extrêmes. Par exemple, si le couple la femme est âgée, ou si, par exemple, il y a un antécédent d'infection, ou bien s'il y a une oligoacénospermie sévère, ou bien il y a une azospermie, et bien sûr, orienter les couples vers un examen spécialisé, que ce soit l'endoscopie, ou bien que ce soit à l'adresser chez le médecin qui fait de la procréation médicalement assistée. Donc, vous avez ça, vous avez cette explication, vous avez une consultation qui va être chronophage. Ça prend du temps parce que expliquer à la femme, expliquer au couple, interroger la femme, interroger le couple d'une manière, c'est-à-dire ensemble, et interroger la femme seule, interroger l'homme seul, examiner la femme seule, examiner l'homme seul, pour prendre une décision ensemble, pour arriver à avoir un diagnostic. Donc, il y a cette consultation chronophage qui va nécessiter bien sûr de la patience et pas directement aller au traitement médical. Même si vous avez une consultation pleine, il faudrait bien sûr limiter ou bien faire une consultation spécialisée en matière d'infertilité. Alors, il y a bien sûr 3% des cas où vous avez plusieurs facteurs vont s'associer, vous allez trouver plusieurs causes et dans ce cas-là, vous allez prendre une conduite à tenir. Alors, la première consultation, bien sûr, savoir définir. Définir le type de stérilité, est-ce que c'est primaire, secondaire, et quelles sont les habitudes et l'environnement du couple. S'ils vivent en famille, s'ils vivent seuls, s'il y a beaucoup ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de trucs. Interrogez le couple, interrogez la femme, interrogez l'homme. Et bien sûr, ce sera un interrogatoire au début global sur les antécédents familiaux, diabète, s'il y a une stérilité, c'est le mode de vie. Alors, on va vous dire, on va pas vous le dire, par exemple, sur la toxicomanie, alcool. On va pas le dire, mais je vous assure qu'il y a un taux élevé chez les hommes qui consomment, par exemple, des drogues telles que qui consomment des drogues et qui ont des problèmes de spermatogénèse.
Donc ici un antécédent de chirurgie pour la femme et l'homme. Et des fois elle va vous dire, elle va cacher, elle a été opérée pour par exemple grossesse extra-utérine ou salpingite. Elle va vous dire j'ai eu un fibrome par exemple. D'accord, il faudrait demander le protocole opératoire, l'antécédent médical, le diabète, et bien sûr, s'il y a un antécédent gynécologique, de GU, d'infection, d'IVG, de maladies sexuellement transmissibles, on a vu cette matinée, il faudrait oser demander, et bien sûr, calquer le modèle et la cause qui peut amener la femme ou qui peut amener le couple à avoir cette stérilité. Alors, antécédents familiaux, s'il y a des anomalies congénitales, le mode de vie, la chaleur, le travail, toxique, produits toxiques, alcool, drogue chez l'homme, bien sûr, chirurgie, surtout chirurgie de la partie inguinale, de l'hernie, chirurgie de torsion testiculaire, de traumatisme, s'il y a une ectopie testiculaire, c'est-à-dire dans l'enfance, s'il n'y a pas eu descente des testicules, l'antécédent médical chez l'homme, bien sûr, notion d'infection, et on a vu tout à l'heure les maladies sexuellement transmissibles, telles que les maladies parasitaires. Il peut avoir une parasidose et une urètrite qui va donner des épididymites, des orchites et des prostatites qui vont être cause d'anomalies de spermatogenèse. Donc il faudrait tout ça interroger. Et interroger sur le plan bien sûr physiologique la qualité de l'érection, la qualité des rapports. C'est-à-dire on peut l'interroger et des fois vous allez être surpris, l'homme va vous dire oui je suis bien, etc. Et bien la femme va dire non, il ne sait pas bien, il n'y a pas eu une bonne érection, on ne fait pas beaucoup de rapports. Au moment de l'ovulation, le mari n'est pas là, etc. Vous allez avoir beaucoup de réponses qui vont vous surprendre. Il fallait corriger seulement. Alors l'interrogatoire de la femme, c'est important. Rechercher ces signes tels que la dysménorrhée. Maintenant, la dysménorrhée, quand il y a un signe dysménorrhée chez une femme infertile, vous fait penser à l'endométriose. Et l'endométriose est une cause de stérilité. Vous avez la notion d'infection, les infections basses, ça a été détaillé cette matinée, et bien sûr, notion de trouble du cycle avec la galactorrhée qui peut vous orienter vers une hyperprolactinémie. Et chez l'homme, s'il y a une malformation, les hypospadiases ou les épispadiases, les anomalies des bourses, bien sûr, il faut que soit vous sachiez palper, examiner un homme, ou bien vous l'adressez à un spécialiste ou même un médecin généraliste qui examine l'homme. Il va examiner l'anomalie des bourses, la palpation, et bien sûr présence ou non de varices, les varicocèles, la gynécomastie, et bien sûr s'il y a une cicatrice cervinale. À partir de tout ça, s'il y a une cicatrice, eh bien, il va s'orienter vers une anomalie du spermogramme. Alors chez la femme toujours, poids, taille, c'est l'examen de base. J'ai dit démarche clinique, examen clinique, interrogatoire. Vous avez un examen gynécologique systématique, parce qu'il y a des fois maintenant on n'examine plus une infection, on écrit une ordonnance sans examiner, c'est malheureux. Et maintenant même stérilité, on écrit directement un traitement inducteur sans l'examiner, et ça fait mal au cœur et on trouve beaucoup d'anomalies. Et je vous assure, dernièrement, on a fait pour une stérilité, une femme d'ailleurs qui est tombée enceinte, eh bien elle avait un néo du col, une femme de 25 ans, et personne ne l'a vue, et on l'a vue seulement sous anesthésie. Voilà, pour vous dire un peu les anomalies. Alors, la glaire cervicale, bien sûr, il faudrait, ça a été dit cette matinée, il faut que ce soit limpide, soit physiologique, bien sûr, avec une ouverture du col mélodique, et bien sûr, rechercher des lésions anormales au niveau de la cavité vaginale, telles que l'endométriose. Et bien, chez l'homme aussi, c'est la même chose, c'est de parler un peu de la puberté, s'il y a un problème de descente testiculaire, s'il y a eu un traitement. Bien sûr, s'il y a une infection, surtout la gonococcie, surtout le chlamydia, surtout les infections parasitaires et toutes les infections sexuellement transmissibles, c'est une chirurgie de l'hernie, de l'épididyme, etc. Et bien sûr, en catimini, parler la notion de prise de tabac, d'alcool et même de drogue. Et je vous assure que vous allez trouver un peu de surprise en ayant des réponses un peu que vous n'allez pas attendre. Alors, au terme de cet examen, seulement l'interrogatoire, eh bien déjà vous êtes orienté. Si la femme, par exemple, a un trouble du cycle aménorrhée, la première des choses, bien sûr, faire un bêta-ACG. Bêta-ACG, si elle est en activité génitale, pour éliminer une grossesse. D'accord? Même si elle vient pour stérilité, des fois, par réflexe, elle peut tomber enceinte et elle vient pour. Deuxièmement, si elle est en aménorrhée, demandez des examens, des bilans hormonaux. Tout à l'heure, on a vu dans le syndrome des ovaires polykystiques. Et par exemple, si cette femme a un antécédent de salpingite ou de fausse couche ou de GU, ce n'est pas la peine d'attendre. Il faut demander une hystérosalpingographie. C'est-à-dire, ce n'est pas là encore d'attendre deuxième consultation, troisième consultation. Vu qu'il y a déjà un antécédent, on va demander un examen spécifique
en fonction de sa anomalie. Si elle a une aménorrhée galactorée, eh bien, un dosage de prolactine va être demandé. Et avec dosage, si le taux de prolactine est supérieur à 80, 100 nanogrammes, eh bien, il faut demander un scanner cérébral à la recherche d'une tumeur, tumeur anti-hypophysaire. Alors, pour finir, alors expliquer au couple, conseiller et le bon sens. C'est-à-dire, après avoir écouté, prendre du temps, expliquer au mari, à la femme, le rapport sexuel, la qualité, parce que même des fois, on n'arrive pas à avoir une qualité, même rapport sexuel normaux, on croit avoir des rapports normaux, traiter une éventuelle infection, et à partir de ça, la femme peut avoir une grossesse, seulement une petite infection génitale basse, et bien sûr, si tout est normal dans l'interrogatoire, dans l'examen clinique normal, vous allez les rassurer, et bien sûr, vous allez dire, voilà, vous allez vivre normalement, et on va se revoir, une autre consultation qui va se dérouler 3 mois, 4 mois après. Et je vous assure que 80% des couples, dès qu'elle est rassurée, elle devient confiante, elle est normale, son mari est normal, eh bien, elle viendra avec un test de grossesse positif. Eh bien, si là, il n'y a pas de grossesse, eh bien, elle va revenir. Eh bien, elle va revenir et dans ce cas-là, il faudrait demander des examens plus poussés. Alors, chez l'homme, même s'il paraît normal, même si tout va bien, s'il des repas normaux, eh bien, il faut demander minimum un spermogramme. D'accord? Un spermogramme qui va nous renseigner sur la qualité de la spermatogénèse, c'est-à-dire le nombre, la forme, la taille, la mobilité, etc. et vont nous dire quelle est l'anomalie. Et s'il y a défaut, il faudrait doser quelques facteurs au niveau de la spermatogénèse pour nous dire quel est l'élément ou quelle est la zone qui est causale de défaut spermatogénèse. Et si vous dites la langue, par exemple, oui, il est en insuffisance, par exemple, il y a une impuissance, il y a une stérilité, eh bien, je vous conseille de doser la prolactine chez l'homme. Parce qu'une hyperprolactinémie, c'est vrai, ça entraîne une altération de la spermatogénèse et ça peut entraîner une impuissance chez l'homme. Donc, il va pas vous dire, mais que la femme va vous renseigner. Deuxième élément important, après la spermatogénèse, eh bien, il faut étudier cette mécanique. On y va de la glaire, on y va de la cavité utérine, de la trempe, et bien sûr, il faut voir les ovaires, comment les ovaires travaillent. Alors, on va étudier premièrement pénétration des spermatozoïdes au niveau du col, au niveau de la glaire, et bien sûr, c'est au niveau du col. Alors, c'est glaire, spermatozoïdes, cavité, trempe et ovaire. Tous ces éléments peuvent être revus au cours d'un mois de consultation. Eh bien, première des choses, on va étudier le plus simple, hein, le spermogramme. Eh bien, le spermogramme, le biologiste va nous renseigner un peu sur le nombre des spermatozoïdes par millilitre. Vous voyez le nombre de spermatozoïdes par éjaculat. Il va nous renseigner sur la forme, que ce soit la tête, la queue, etc. Ils vont nous donner un peu le pourcentage normal d'un spermogramme. Et bien sûr, ils vont nous renseigner sur la mobilité. Et on va vous dire, est-ce que ce sperme est fécondable ou là, ce sperme peut féconder ou non. Ils vont vous donner un pourcentage. Donc, après avoir l'étude au microscope, eh ben, on peut avoir soit on vous dit que c'est un sperme qui est normal, ou bien on vous dit oui, il n'y a pas de spermatozoïdes, et dans le cas là, vous êtes dans le cas d'azospermie. On peut vous dire qu'il y a deux types d'azospermie, soit excrétoire, soit sécrétoire, soit une anomalie des tubes séminifères qui sont bouchés au niveau de l'épididyme, soit une anomalie de la glande de Sertoli qui ne produit pas les spermatozoïdes. Et là, vous pouvez avoir une anomalie de forme. On va parler de tératospermie et pouvez avoir une anomalie de nombre, on va vous dire d'oligospermie, de millilitres, et ou l'oligospermie, et vous pouvez avoir une anomalie de mobilité, on va parler d'asténospermie. Et tout ça peut être mélangé. Vous pouvez avoir oligo, asténo, même s'il y a décès ou la nécrose des spermatozoïdes, on va vous dire oligo, asténo. S'il y a des spermatozoïdes anormaux, on va vous dire térato, et s'il y a des spermatozoïdes mères, on va dire nécro. Ça peut avoir tous les trucs, et en fonction du nombre, il va vous donner un nombre, on parle d'un spermogramme anormal, quand vous avez un taux de forme normale inférieur à 15%, jadis, maintenant l'OMS a revu un peu, vous avez un taux de forme anormale inférieur à 5%.
À 5%, on va parler de tératospermie. Plus de 5%, c'est bon, c'est-à-dire le sperme peut être fécond. Et vous avez un taux de mobilité, c'est-à-dire la mobilité rapide et mobilité, c'est-à-dire assez rapide, on va classer A, B, C, D. Vous avez quand le taux de spermatozoïdes mobile A et mobile B, quand il est inférieur à 32%, on va parler d'asténospermie. Donc vous avez tout ça, il va vous guider un peu, et de là, vous allez savoir si ce sperme est normal, ou si ce sperme est fait une azospermie, et ça va changer de conduite à tenir, c'est-à-dire vous avez du liquide séminal, mais il n'y a pas de cellules spermatozoïdes. C'est un spermatozoïde, donc il faudrait agir et chercher est-ce que c'est une azospermie sécrétoire ou une azospermie excrétoire. Et vous avez de l'oligoasténospermie qui peut être sévère, qui peut être moyenne, comme elle peut être bénigne. Alors, spermogramme anormal, alors si c'est une azospermie, jadis on faisait un taux d'FSH. Eh bien, si c'est un taux d'FSH qui est normal, eh bien, on s'est dit c'est un spermatozoïde, c'est une anomalie excrétoire. Donc, on a de la chance de faire de la biopsie. À l'époque, on faisait de la microchirurgie, maintenant on ne fait plus. On fait de la biopsie, on ramène les spermatozoïdes qu'il y a dans l'épididyme ou dans les tubes séminifères, eh bien, avec ces spermatozoïdes qu'on va inséminer ou inoculer au niveau de l'ovocyte. Ça, c'est le médecin spécialiste. Et deuxièmement, quand il y avait une FSH qui était basse, jadis, on disait le couple, voilà, c'est foutu, voilà, on ne peut plus rien pour vous. De nos jours, les spécialistes en PMA, même avec un taux d'FSH basse, eh bien, on fait la biopsie testiculaire et on va chercher 1 à 2 spermatozoïdes que la biologie n'a pas retrouvés. Eh bien, avec ces spermatozoïdes, il paraît qu'il y avait des grossesses issues à partir des injections intracytoplasmiques. Je m'explique, c'est-à-dire le biologiste, après avoir fait des prélèvements, le chirurgien fait des prélèvements, le biologiste va rester 3 heures, 4 heures à rechercher un spermatozoïde, il va trouver des spermatozoïdes, et bien ces spermatozoïdes vont être corrigés, et bien sûr, ils vont être injectés, c'est-à-dire par le même biologiste, en intra-ovocitaire, eh bien, on a eu des grossesses. Ça, c'est très bien. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, le temps que fait le biologiste pendant 3 à 4 heures pour chercher un spermatozoïde, il paraît que les logiciels, que les appareils équipés de logiciels trouvent le spermatozoïde d'ici 5 minutes. 5 minutes, il met sous microscope, il cherche, tac, il vous dit, voilà, là où il est le spermatozoïde, vous allez faire le prélèvement. Donc, avec l'intelligence artificielle, maintenant, les choses ont avancé très, très vite. Alors, FSH, même si elle est haute, eh bien, c'est très bien maintenant. Il ne faut pas, comment dirais-je, condamner l'homme, mais quand même, il y a une chance au centre de procréation médicalement assistée. Alors, quand il y a l'oligoasténospermie, si elle est modérée, bénigne, il ne faut rien faire. Des fois, donner des antioxydants. Et si elle est sévère, eh bien dans ce cas-là, il faudrait rechercher une cause. Et parmi les causes qu'il faut rechercher, c'est la varicocèle. Et selon les études, qui ne sont pas généralement c'est des urologues, le traitement de la varicocèle, soit préventif, soit curatif, après altération du spermatozoïde, peut améliorer le spermogramme et bien sûr avoir des grossesses. Donc, il faudrait une chirurgie. Et si vous avez une contre-indication à la chirurgie, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, le médecin généraliste, s'il est devant une oligoasténospermie sévère, il faut qu'il fasse une écho scrotale à la recherche d'une varicocèle. Si la varicocèle est importante, il faut qu'il adresse en urologie, ou bien, sinon, il faudrait qu'il peut donner un traitement des phlebotomiques, un traitement orthomoléculaire, pour améliorer un peu ce spermogramme à base de sélénium, à base de carnitine, etc. Voilà, si l'oligoasténospermie sévère, il n'y a pas d'amélioration, bien sûr, c'est la fécondation in vitro. Alors, quand il y a une anomalie spermogramme, on peut étudier par exemple quelques éléments, des oligoéléments dans le spermogramme, tels que le dosage d'acide phosphate, le zinc, le citrate. C'est des marqueurs qui peuvent nous dire quelle est l'anomalie causale. Vous avez, quand il y a une anomalie spermatique, eh bien, ils peuvent être augmentés en cas d'infection. Et ils peuvent être diminués en cas de séquelles. Par exemple, vous avez le dosage du fructose, et ben on vous dit s'il y a une anomalie séminale, la génésie des vésicules séminales, obstruction basse. Donc le chirurgien urologue, déjà, il est orienté vers le type vers le siège de l'anomalie. On peut doser la carnitine et qui vont nous dire un peu
quelle est l'anomalie? L'anomalie peut siéger au niveau de l'épididyme. Il peut avoir une obstruction du corps ou de la queue, voire une agénésie de cet épididyme qui est causal de la stérilité. Alors, problème cervical, deuxième élément, on a vu le spermogramme, on a vu quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut céder le patient au spécialiste et quand est-ce qu'il faudrait suivre. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'évolution, il faudrait l'adresser au médecin de PMA. Quand c'est un problème de glaire cervicale, c'est-à-dire examen, c'est sous ce spéculum, et on a apprécié le score d'Insler. Le score d'Insler, on a attribué cette glaire. Eh bien, on peut corriger s'il y a une diminution de la sécrétion de la glaire cervicale. S'il y a une anomalie cervicale, ben, il faut optimiser cette glaire cervicale en donnant des œstrogènes. Les œstrogènes, la proginova, oui, l'ovestin, oui, la physiogine, oui, qu'on donne, qu'on n'existe pas chez nous. Et des fois, vous allez donner des mucolytiques. À l'époque mucolytique, on donne cette mucolytique qui permet un peu d'ouvrir ce col. On donne le bisolvant. Et maintenant, dans la physiopathologie de l'endométriose et permettre un peu l'écoulement, vous pouvez donner des mucolytiques, tels que le prospène. Et de là, on peut donner le prospène, par exemple, au milieu de cycle pour améliorer cette glaire cervicale. Alors, si on donne le traitement physiologique et la glaire n'est pas améliorée, donc n'est pas améliorée parce que cette femme, soit elle avait une cervicite chronique, soit elle avait fait une chirurgie, telle une conisation du col, ou elle avait fait un traumatisme cervical, et bien dans ce cas-là, il faut passer à l'insémination intra-utérine. L'insémination intra-utérine, c'est-à-dire on dépasse le cap cervical par l'insémination et à défaut, on fera la procréation médicalement assistée. Donc, s'il y a un problème de glaire, traitement médical œstrogène, vous pouvez le faire. S'il n'y a pas d'amélioration, l'insémination intra-utérine sera le spécialiste qui va le faire. Alors, s'il y a une anomalie immunologique, c'est-à-dire il y a de la glaire, vous voyez que c'est bien, le sperme est normal, tout est normal, eh bien, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, il faudrait faire le TPC. Le TPC, dans ce cas-là, faire une étude immunologique, et bien rechercher s'il y a une anomalie ou s'il y a une immobilisation du spermogramme, du spermatozoïde, après un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'ils sont immobilisés dans la glaire et il faudrait, bien sûr, et des fois vous avez cette anomalie. Vous avez plusieurs anomalies immunologiques, donc le TPC qui va vous orienter. Peut avoir, alors chez la femme, il y a plusieurs causes. Et vous voyez, parmi les causes importantes, vous avez les causes ovulatoires. Parmi les causes ovulatoires, le syndrome des ovaires polykystiques qui a été détaillé. Et deuxième cause, les causes mécaniques. Les causes mécaniques du col, bien sûr, de l'utérus et bien sûr des trompes. Et pour explorer un peu ces causes mécaniques, eh bien, il faudrait faire des examens complémentaires. Et parmi les examens complémentaires, eh bien, vous avez de l'échographie, l'hydrosonographie que vous pouvez faire, l'hystérosalpingographie, vous allez demander au médecin radiologue de la faire, et après, s'il y a des anomalies, ce sera de l'endoscopie, l'hystéroscopie, ça c'est le spécialiste qui va le faire, l'IRM. Donc, vous pouvez faire les 3 premiers examens, et à partir des 3 premiers examens, vous pouvez dresser déjà un diagnostic. Alors, on étudie un peu les facteurs relatifs à l'infertilité. S'il y a un peu à l'échographie, c'est l'endomètre, le myomètre, vous pouvez voir. S'il y a une dystrophie endométriale, vous allez étudier l'endomètre au milieu de cycle, vous pouvez savoir. Étudier un peu la musculature utérine, vous pouvez faire un Doppler utérin et vous pouvez étudier la fonction ovarienne. Vous pouvez faire une écho 3e jour, voir si elle a des follicules. Vous pouvez faire un comptage folliculaire. Vous pouvez faire une échographie au 13e jour du cycle pour savoir si cette femme ovule. Et bien sûr, avec l'hystérosalpingographie, vous pouvez étudier les trompes. Donc, au cours déjà de l'examen clinique et l'échographie, vous pouvez un peu trouver une anomalie. Vous pouvez trouver des fibrons, vous pouvez trouver des polypes, vous pouvez trouver une dysharmonie endométriale, un problème d'endomètre que vous pouvez corriger. Alors, l'échographie, voilà tout ça, c'est les pathologies, l'hydrosalpinx, les malformations, les fibromes, les polypes, l'hydrosalpinx qui peut être cause, vous pouvez faire le diagnostic. Donc, si vous avez ces diagnostics, et bien sûr, s'ils sont traitables, vous les traitez, sinon, vous cédez la main c'est-à-dire au médecin spécialiste. Si vous voyez une image qui vous n'arrive pas à identifier, vous pouvez faire une hydrosonographie. Ça se fait au cabinet, les gens qui font de l'écho,
Ils font cet examen, vous injectez du sérum, vous dilatez la cavité, vous faites votre écho et l'image va être bien dessinée. Dans ce cas-là, vous pouvez trouver des polypes, vous pouvez trouver des polypes fibreux, vous pouvez trouver des myomes endocavitaires et des fois vous allez trouver beaucoup de choses. Des fois vous ne trouvez rien du tout. Les ovaires polykystiques, ça a été dit à l'écho, je passe rapidement. Puis vous avez la radio, que le radiologue va vous la faire. Vous allez avoir des images directes et des images indirectes. Surtout l'étude de la trempe qui va vous permettre. Jadis, on faisait la coupe ménothermique, maintenant on ne la fait plus, pour passer bien sûr au bilan, c'est-à-dire au bilan biologique. Au bilan biologique, c'est l'hormonothérapie. Eh bien, l'hormonothérapie, comme ça a été dit tout à l'heure pour les ovaires polykystiques, en matière de stérilité, quand il y a un signe clinique, s'il y a une hyperandrogénie, bien sûr, demandez le bilan hormonal avec les signes d'hyperandrogénie et cherchez l'origine de la sécrétion d'androgènes, soit ovarienne, soit surrénalienne. Si vous avez une galactorrhée, demandez un taux de prolactine. Si vous n'avez rien du tout, eh bien vous devez étudier la fonction ovarienne. Eh bien la fonction ovarienne va être étudiée au 3e, 5e jour du cycle. Au 3e, 5e jour du cycle, en faisant une échographie, vous allez faire un comptage folliculaire. Vous allez dire, est-ce qu'il y a des follicules? Des fois, vous êtes surpris, vous allez trouver très peu de follicules qui vont vous dire, attention, cette femme risque d'avoir une insuffisance ovarienne prématurée. Et des fois, vous allez demander un taux d'FSH, un taux d'AMH. Ce taux d'FSH et AMH va vous dire, est-ce que cette femme a un capital folliculaire? Et si elle a très peu de capital folliculaire, elle va vous dire, attention, elle risque de faire un IOP, une ménopause précoce, une insuffisance ovarienne, ou bien attention, c'est une femme qui a des ovaires polykystiques, si vous avez lui donné un traitement inducteur, elle risque de vous faire une hyperstimulation. Donc, ce traitement va vous orienter. Et deuxièmement, stimulation ovarienne, alors on va vous dire si vous pouvez donner des traitements, soit en donnant un traitement causal tel que le pariodèle, ou bien des traitements inducteurs, comme ça a été dit tout à l'heure, le clomide, l'étrozole et les inducteurs de l'ovulation. Alors, en fonction du bilan hormonal, si au 3e jour, vous avez un taux d'FSH élevé, vous allez dire, attention, cette femme risque de faire une insuffisance ovarienne débutante. Donc, il ne faut pas essayer de la traiter, il faut rapidement l'adresser dans un centre de PMA. C'est-à-dire, il y a très peu d'ovocytes, il y a très peu de qualité, de bonne qualité d'ovocytes. Donc, vous allez l'orienter. Si vous avez un taux d'FSH, de LH qui est supérieur à 2, alors, supérieur à 2, ça signe, attention, cette femme fait des ovaires polykystiques. Et si vous avez un taux d'FSH supérieur à 4, attention, cette femme est à un risque d'hyperstimulation ovarienne. Si vous avez un taux de stradiol élevé au début, eh bien, vous dites, attention, cette femme, oui, peut faire une insuffisance ovarienne débutante. C'est-à-dire, mais elle n'a pas d'insuffisance, mais si vous la laissez traîner dans le temps, elle va faire son IOP. Donc, c'est un signe d'alarme. Si vous avez un taux d'inhibine, maintenant qu'on ne fait pas, un taux d'inhibine supérieur à 45 et vous avez CLE basse en cas d'insuffisance ovarienne débutante. Si vous avez un taux d'AMH élevé, vous dites attention, un taux inférieur à 2, pardon, vous dites attention, elle est basse en cas d'insuffisance ovarienne débutante. Donc c'est des bilans qui vont vous dire attention, quel est le statut hormonal et surtout ovarien de la femme. Surtout, elle va vous dire, tabiba. أنا شدي 3 ولا 4 قولي لي نولد ولا ما نولدش. Voilà, هكذا. Et pour être clair, vous devez répondre à ces questions, vous dire les chances que vous pouvez avoir, les chances que vous ne pouvez pas avoir. On va essayer, sinon on va vous adresser dans un centre de PMA qui va vous donner. Et deuxièmement, il vous dit, est-ce que j'ovule? Et certaines femmes ne savent pas les signes d'ovulation. Eh bien, vous allez leur expliquer les signes d'ovulation et vous allez expliquer le bilan qui va vous dire, est-ce que cette femme ovule ou disovule ou anovule? Eh bien, on fait un dosage de progestérone qui se fait entre J21 et J23. Vous devez faire, alors, F3, F5, FSH, LH, et en cas de signe clinique, les bilans que vous devez demander qui vont vous orienter, et à J22, vous allez faire un dosage de progestérone qui va vous dire est-ce que cette femme a des cycles ovulatoires, ou des cycles anovulatoires, ou des cycles disovulatoires. Donc, on a fait tout,
l'hystérosalpingographie qui va nous guider, elle va vous dire oui, les trompes perméables, ou attention des trompes qui sont courtes, des trompes coudées, des trompes boudinées, des trompes en aspect en boule de Guy, les trompes avec hydrosalpinx, et surtout si on arrive devant un hydrosalpinx ou une dilatation distale, là qui peut non seulement donner stérilité, mais gêner encore l'ovocyte, la qualité d'ovocyte et la qualité de spermatozoïde. Donc, si vous trouvez ces images-là, il vaudrait mieux adresser la patiente c'est-à-dire au médecin spécialiste. Alors, s'il y a des lésions tubaires, lésions utérines, niveau de col, glaire, il faudrait voir ce col, il faudrait voir la cavité utérine, on peut trouver des sénichies, on peut trouver des sténoses du col, surtout c'est des femmes qui ont des dysménorrhées. Bien sûr, c'est sténose du col, on peut trouver des sénichies, des polypes, des myomes, d'accord? On peut trouver, s'il y a ces anomalies, il faudrait l'adresser aux spécialistes pour soit faire de la chirurgie ou bien faire de l'endoscopie ou chirurgie, c'est-à-dire mini-invasive. Alors, s'il y a une anomalie tubaire, ça dépend si la trempe, si l'anomalie elle est proximale, si l'anomalie elle est proximale ou l'anomalie elle est distale. Alors, et des fois, vous êtes une stérilité sans cause. Elle a vu déjà un médecin qui a fait tout fait, vous avez réinterrogé, vous l'avez examiné, vous l'avez rassuré, elle est normale. Et dans ces cas-là, vous êtes devant une stérilité idiopathique, ou une stérilité sans cause, qui représente un peu 10% de la population. Donc les sans causes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les sans causes, on fait on fait une endoscopie, une célioscopie. Et je vous assure, dans les 10%, vous avez 7 femmes sur 10 vont avoir une grossesse spontanée après une célioscopie, bien sûr, avec les risques de célioscopie. Les autres, il y a une indication à la procréation médicalement assistée, surtout chez la femme, bien sûr, étagée. Alors, l'hystéroscopie diagnostique, je passe, ce n'est pas pour vous, c'est pour les spécialistes. L'endométriose utérine, pelvienne, c'est pour vous. Vous devez dépister les femmes parce qu'elles vont venir vous voir, vous les premiers, et bien sûr, à la rechercher les femmes qui ont des douleurs, les femmes qui ont des douleurs pendant les rapports, les douleurs spontanées pendant les règles, les douleurs un peu inexpliquées, vous n'arrivez pas un peu à situer le problème de la femme, bien sûr, faire des examens complémentaires et voir, bien sûr, s'il y a obstruction d'Hubert en demandant des examens spécifiques tels que l'endoscopie ou la fertiloscopie. Ça, il faudrait y faire. Et s'il y a l'absence d'anomalie tubaire, avec un traitement inducteur, eh bien, cette femme peut tomber enceinte spontanément. Sinon, ce sera la procréation médicalement assistée. Alors, 3 principaux groupes. Alors, vous êtes en fin de compte, soit vous êtes devant des femmes hypofertiles, légères ou moyennes. Et dans ce cas-là, vous allez les rassurer, vous allez attendre. Si elles sont jeunes, si elles sont âgées, procréation médicalement assistée. D'autres femmes, hyperfertilité sévère, déjà dès le début, le chance de tomber enceinte soit un peu nulle, et bien dans ce cas-là, vous allez les adresser d'emblée en AMP. Et si vous avez des femmes qui ont des stérilités définitives, eh bien il faudrait leur dire la réalité et bien sûr les pousser à l'adoption. C'est-à-dire vous avez seulement, chez nous, il n'y a pas les dons de spermatozoïdes, il n'y a pas le don d'ovocytes, il n'y a pas de mère porteuse, eh bien la seule méthode pour avoir des enfants, eh bien, c'est l'adoption thérapeutique. Alors, en fonction de l'âge, à peu près c'est la même chose. Vous faites votre bilan, vous faites vos examens. Alors, si vous trouvez une cause femme jeune, traitement spécifique, en fonction de ce que vous allez trouver. Si vous ne trouvez pas une cause ou s'il y a une cause sévère, ce sera l'IMP, il ne faut pas attendre, il faut l'adresser en centre de PMA. Si la stérilité est définitive et vous arrêtez les frais à partir de 45 ans, même si elle vient vous voir, vous dites, vous laissez naturellement les choses faire, ou là, c'est pas la peine d'investir et donner des médicaments, donc il faudrait arrêter les frais. S'il y a une anomalie cervicale, tenter un traitement médical qui est les œstrogènes. S'il y a une anomalie du sperme, glaire, immunologique, c'est l'insémination artificielle du couple. Sinon, d'emblée, allez-y à la procréation médicalement assistée. Si la fonction ovarienne, c'est comme tout à l'heure, c'est les inductions de l'ovulation. S'il n'y a pas d'ovocytes, c'est jadis, ailleurs on fait le don d'ovocytes, chez nous, on ne fait pas. Alors, les trompes aussi, c'est la même chose. Phimosis, on peut corriger par chirurgie, célioscopie. Si les trompes sont bouchées de cause, par exemple, une maladie infectieuse spécifique telle que la tuberculose, eh bien, il ne faut pas tenter de placer tuber. Eh bien, il faudrait adresser la femme en centre de procréation médicalement assistée, bien sûr, en dehors d'une atteinte de l'endomètre.
D'accord? Si la tuberculose avec Shinichi, eh ben, il faudrait arrêter les frais, il ne faut pas traiter. Alors, l'utérus, il y a aussi la même chose. S'il y a un fibrome sous-muqueux, on peut le traiter. L'adénomyose, on ne sait pas quoi faire. Hein, c'est la procréation médicalement assistée. Il y a certains qui essayent d'opérer, mais il y a le risque d'intervention. Si femme âgée, ben, il ne faut rien faire. Alors, l'homme aussi, traitement spécifique. Maintenant, on parle de plus en plus d'antioxydants. On parle de plus en plus de carnitine, de vitamine E, de testostérone, de zinc, de calcium. On parle de plus en plus d'orthomoléculaires. Eh bien, il faudrait essayer tous les traitements possibles. S'il y a une varicocèle, l'adresser, c'est notre ami urologue. Si l'océanospermie avec nécrospermie sévère qui ne répond pas au traitement médical, sera la procréation médicalement assistée. S'il n'y a plus de spermatozoïdes, eh bien, il faut arrêter les frais et il ne faut pas traiter les femmes plus de 60, les hommes plus de 60 ans. Voilà à peu près la même chose qui a été dit dans l'azospermie, dans l'oligocénospermie. Il y a des traitements spécifiques. S'il y a une hypertrophie de prostate, si c'est tabac, alcool, bien sûr, arrêtez les médicaments. Si une hyperprolactinémie, donnez de la prolactine. Si un problème varicocèle, traitez médicalement, voire chirurgicalement la varicocèle. Eh bien, s'il y a une anomalie du spermatogénèse, tel que le test, le taux de fragmentation des spermatozoïdes, eh bien, il y a des fois, on ne fait rien du tout. Alors, s'il y a une malformation, eh bien, en fonction du type de malformation qui est causale de spermatozoïdes, mais sachez, s'il y a un problème d'agénésie, on trouve des spermatozoïdes, eh bien, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui est là pour chercher les spermatozoïdes dans le parenchyme testiculaire. On peut trouver un et ça se fait rapidement. Voilà, et je vous remercie de votre attention.